Et salut à tous, vous êtes sur KO Gaming, c'est KO et on se retrouve pour l'épisode de bonus de Tomb Raider Anniversary. Donc nous ne sommes pas dans l'aventure, nous ne sommes pas dans le manoir, mais nous sommes dans les trésors. Donc là j'ai changé ma carte mémoire, j'ai pris ma carte mémoire de joueur quand je jouais tout seul quoi, hein, avant de faire la vidéo. Donc je vais sélectionner mon profil parce qu'il doit y avoir aussi le profil de mon padré qui était à 68%. Vous voyez, 1er mars 2008, donc je vous apprends rien. Et moi je l'avais fait en 2010. Enfin je l'avais refait en 2010 puis en 2012, donc ça, vous voyez que ça date. Donc c'était profil 1, 100%. Donc je vais vous montrer ce qu'on débloque quand on a trouvé toutes les reliques. Alors on va sur trésor. Alors spécial, j'en reviendrai à la fin. Donc triche, je vois qu'il y a encore des trucs non débloqués, je sais pas d'où ça sort, ou alors ça veut dire. Donc j'ai débloqué le mode sans texture, l'oxygène infini, donc sous l'eau, on y reste autant de temps qu'on veut, et les lunettes de soleil, bon, voilà. Les triches, c'est pas non plus le gros truc. Alors je sais pas si on doit en débloquer d'autres, etc., mais je suis à 100%, donc je vois pas ce que je peux débloquer d'autres en plus. Donc voilà. Les commentaires, qu'est-ce que c'était que ça? Je ne sais pas. Il perdu, Égypte débloqué, comme je ne sais pas ce que c'est ça non plus. Les crédits, on s'en bat un petit peu, hein, donc j'en ai passé. Donc les musiques, pareil que dans le manoir qu'on avait vu dans l'épisode précédent. Donc là, ça débloque toutes les musiques du jeu, donc j'ai pas voulu faire écouter toutes. J'ai quand même une préférence pour les musiques de l'original, hein, je vous avoue. Mais celles-ci sont un petit peu tournées en instrumental symphonique en fait. C'est à écouter, je vous conseille quand même d'y jeter un petit œil, ou une petite oreille plutôt, parce que c'est toujours intéressant de regarder des bandes originales de jeux ou de films. Moi j'aime plutôt, donc elles sont bien, donc elles sont assez sympathiques. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur retour à musique et il m'a tout coupé. Bon, très bien. Alors, les reliques, on va vous les montrer, je vais vous les montrer. Donc celle-ci, c'est la seule que j'avais trouvée dans mon let's play, donc récipe archaïque recueillant l'origine des breuvages tels que la chicha fermentée. Utilisé dans les fêtes andines, le kéro servait également de vase de cérémonie aux Incas lors d'importantes cérémonies religieuses. Donc là, en gros, si vous avez envie de fumer entre vous de la chicha au Pérou, eh ben c'est là-dedans que vous allez le faire. Voilà. Le flacon en forme d'orque. Donc ne me demandez plus où je les ai trouvés, hein, comme je vous ai dit, je m'en rappelle plus. Donc je vous montre tout ce que j'ai, et voilà. Donc le flacon en forme d'orque, flacon en céramique remontant à l'an 700 après Jésus-Christ, représentant un arc mythologique, on utilisait probablement ces récipients pour boire de la chicha fermentée. Encore de la chicha. Ces Péruviens fumaient beaucoup, dites donc. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a? Protomée à tête de griffon, elle est sympa celle-ci, on l'avait trouvée en Grèce je crois. Je crois qu'on la trouve en Grèce dans le palais de Minas. On retrouve de nombreuses têtes de griffons sur les chaudrons de bronze de la vaisselle de la Grèce archaïque. Environ 700 avant Jésus-Christ, elles avaient valeur de talisman et éloignaient le mauvais œil. Mais je crois que celle-ci on la trouve dans l'épreuve du feu dans le palais de Minas. Je vais montrer où se trouvait à peu près l'emplacement et c'est ça. Je crois que c'est ça. Et je crois même que c'est la seule de Grèce qu'on trouve de reliques. Ah non, il y a la chouette athénienne aussi. Oiseau sacré de la déesse Athéna, la chouette était un symbole populaire de sagesse. Elle était toute mignonne. Idole Horus, donc ça c'est au niveau d'Égypte évidemment. Horus, le dieu égyptien du ciel, est représenté par un faucon ou un homme à tête de faucon. En tant que dieu du ciel, on l'associait à la Haute-Égypte. Il perdit l'un de ses yeux en combattant son frère Seth pour le contrôle de l'Égypte. Donc là ça vous met un petit peu sur les rails pour le Tomb Raider, la révélation finale, Tomb Raider 4 donc. Qui se déroule à 99% du temps en Égypte, avec Seth et tout. Ensuite, le chat momifié. Avec la popularité accrue du culte de la déesse à tête de chat, Bast, aussi appelée Bastet. Pendant la basse époque égyptienne, les chats étaient souvent momifiés et vendus aux pèlerins qui les représentaient en offrande à la déesse. Bon, toute une momification. Une histoire de momie. D'où l'effet qu'on en croise pas mal dans le jeu. Le torque de l'amertume, donc ça c'est Atlante, en Atlantide. Ce collier sacré en or a été porté par les prêtresses juges Atlantes lorsqu'elles condamnaient les criminels qui avaient offensé les dieux rois de l'Atlantide. Toute faute de ce type étant passible d'exécution, le torque devient rapidement symbole de mort. C'est celle que porte Natla, je crois, dans la cinématique de l'ancien temps, là où elle est avec Tioka des Colopec avant d'être mise dans l'espèce de capsule là où elle a dormi pendant je sais pas combien d'années.
Et le calice du tourment. Ce calice servait à récupérer le sang des vierges sacrifiées. Une fois le sang récupéré, le calice était utilisé comme récipient où on y mélangeait des herbes et des poudres pour élaborer un fluide de psychotrope utilisé par les prêtresses juges atlantes afin d'invoquer des voyages spirituels. Vous voyez comme je lis vite, c'est normal. Je ne sais pas d'où vient ce don, mais j'y arrive. Bon bref, le calice ressemble un petit peu là où on a le sion. Vous voyez, tout en haut de l'avant-dernier niveau. Bah, là où Natla met le sion pour mettre son 7e âge. Voilà, et puis là, c'est sous forme de calice. Donc, ça reprend un petit peu le genre du même. Les tenues. Donc, je vous avais montré juste le Anniversary, le Legend dans ma version de Let's Play. Et là, je les ai toutes. Donc là, Anniversary normal, je ne vous apprends rien. Je peux la retourner avec le joystick droit. On va continuer. Donc, Legend, évidemment, c'est la tenue de Tomb Raider Legend que je ferai, je ne sais pas quand sous peu. Je ne sais pas dans quel ordre je vais faire le Tomb Raider, mais vous les aurez tous, ça, c'est sûr. Le sosie. Donc, on peut jouer avec toutes ces tenues hein, dans le Tomb Raider. Hein. Alors, le sosie, quand on marche, eh ben, c'est comme si on entendait un bruit de muscle. C'est dégueulasse. Donc, on l'avait vu hein, dans le let's play, je vous l'ai montré avec une caméra plus ou moins bonne, celle qui recopiait nos mouvements, quoi. Donc là, on voit bien les muscles dégueulasses. Mais ils ont quand même amélioré la tête par rapport au Tomb Raider 1 qui, je crois, ressemblait à E.T. Hein, donc là, c'est quand même un petit peu plus recherché. Le camouflage, ça c'est une tenue qui était dans Tomb Raider 2 ou 3 pour le manoir. Et dans Tomb Raider 6, l'Ange des Ténèbres, on l'a retrouvé aussi quand on allait dans le musée du Louvre, il me semble. C'était quelque chose qui ressemblait, en tout cas. Il y a peut-être un short à la place du pantalon, mais c'est à peu près la même chose. Voilà. La tenue dorée, donc là évidemment ça vous rappelle quand on va sur la main de Midas dans cet épisode où Lara se transforme en or, et bien là vous pouvez jouer en doré, Lara dorée, ça va vous éblouir les yeux. Le sport au manoir Croft, donc là ça rappelle plus le manoir évidemment de Tomb Raider premier du nom, dans le manoir tout simplement avec les pieds nus etc. On peut la prendre dans le jeu original comme ça, mais bon aller au Pérou dans la neige pieds nus, ça le fait pas avec tous les pièges et tout, ça fait pas très crédible. La classique, donc là c'est la tenue de PS1, quoi. On peut rejouer avec la Lara de l'ancien temps de PS1 avec les seins pointus dans ce jeu, donc ça fait un petit clin d'œil vraiment sympathique, j'aime beaucoup. La combinaison de plongée, c'est plus un clin d'œil à Tomb Raider 2 où on est dans l'épave du Maria Doria à chercher un objet enfoui dans une cargaison, enfin dans un bateau échoué en plein océan. Voilà la petite tenue de plongée. La combinaison pantalon, bah là celle-ci c'est celle qu'on trouve dans Tomb Raider 5 quand on est dans les tours VCI. Donc je ne vous dis pas ce que c'est que VCI, sinon ça vous donnerait des indices sur le scénario, notamment sur le Tomb Raider 4, 5 et 6. Donc on y retrouve ce costume là. Et Natla mais brûlée, c'est-à-dire sans les ailes. Donc quand on la bat en tant que boss final à la fin de cet épisode, on peut jouer Natla en mode Atlante quoi. Les monstres nous attaquent quand même, hein, je vous rassure. Donc voilà, ça c'était les costumes. Il y en a beaucoup plus dans Tomb Raider Legend. Alors, les biographies, ça c'est pas mal. Alors, Lara Croft. Lara Croft est une aventure doublée d'une archéologue de talent qui parcourt la planète à la recherche de tombeaux et de reliques. Elle n'a qu'une obsession, percer les secrets d'une civilisation perdue. C'est une athlète accomplie qui parle couramment une douzaine de langues. Lorsqu'elle est décidée, rien ne peut l'empêcher d'atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé. Donc bon là, on sait déjà tout ça, qu'elle est passionnée d'archéologie, qu'elle est très sportive, bon qu'elle parle une douzaine de langues, on ne savait pas, mais on savait qu'elle parlait plusieurs langues. Et l'objectif qu'elle s'est fixé, bah ça, on sait que c'est une battante, et c'est ce qui me plaît en elle. Voilà, Larson. Alors Larson qu'on avait évidemment tué dans le Tomb Raider, bah dans celui-ci tout simplement. Et dans le 1 aussi, il meurt d'une autre façon, mais il meurt. Larson était lieutenant chez les marines et il a 7 ans d'expérience dans les forces spéciales. Ce qui a de quoi être quand même assez
assez compétent dans les missions, quoi. Il a été réformé à cause d'un violent désaccord avec sa hiérarchie dont la nature n'a jamais été rendue publique. Donc c'est qu'il a un fort caractère. Après un séjour en prison militaire, Larson a fait bon usage de son expérience militaire et s'est forgé une réputation solide en tant que mercenaire privé. Donc pour ça qu'il a travaillé pour Natla. Récemment, il a signé un contrat avec Natla Technologies, ce qui l'a amené à faire face à une ancienne rivale, Lara Croft. D'où le fait qu'ils se connaissent dans la scène d'intro avant qu'on parte au Pérou. Et le fait qu'il dit qu'elle tirera pas quand on est dans les mines de Natla. Voilà, pauvre Larson, paix à ton âme. Le petit, donc le petit avec ses usines là, Jérôme Johnson, de son vrai nom. Alias le petit était le chef d'un gang de petite envergure à Los Angeles, jusqu'au jour où sa bande a essayé de voler la limousine de Jacqueline Natla. Le garde du corps de Natla, Kincaid, donc c'est Cold, a alors éliminé son gang jusqu'au dernier membre, mais à la demande de son employeur a épargné la vie du petit. Natla avait en effet besoin d'un contact dans la pègre sur la côte ouest, et le petit, avec son début de mitraillette, semblait la personne idéale. Le petit rêve de faire la peau à Kincaid pour le meurtre de ses frères de sang, mais il est assez intelligent pour ne pas agir sans réfléchir. Donc ce qu'on sait, je vous l'avais dit dans les mines de Natla quand il crevait, on sait comment il meurt du coup, vu que Cold, donc Kincaid, qui est le vrai garde du corps de Natla hein, dans le jeu. Donc on voit par rapport à la biographie qu'il avait tué tout son ancien gang à Jérôme Johnson. Donc il avait plus ou moins, il le détestait plus ou moins quoi. Et quand il lui plante le couteau, pour pas que le petit le tue, tu la raccroches, je veux dire. Et ça a été plus ou moins en termes de vengeance de l'achever Cold avec ses Uzi. Pour pas tuer Lara, quoi. Enfin bon bref, c'était plus une histoire de vengeance que pour sauver Lara, quoi. Donc c'est assez intéressant de voir le background. Donc Jérôme Johnson travaille pour Natla uniquement pour ça, quoi. Il était épargné, etc. Mais bon, c'est juste pour ça. Donc le vrai garde du corps de Natla, donc Cold, donc de son vrai nom Kincaid, et le garde du corps de Natla, ceinture brutale et sans pitié, son casier judiciaire en est la preuve. Il est difficile de savoir quelle emprise réellement Natla sur lui. Il a passé 15 ans en prison après avoir été surpris en train de commettre un crime atroce. Son surnom Cold lui vient de l'époque où il était derrière les barreaux à cause de son comportement sociopathe et de la mort inexpliquée de plusieurs de ses co-détenus. Il a passé le plus clair de son temps en confinement. Malgré tout, son séjour au frais n'a fait que renforcer ses penchants. Il a été relâché en conditionnel aux grandes dames du psychiatre de la prison et placé sous la tutelle de Jacqueline Natla. Donc du coup Natla a payé la caution de ce Cold, et malgré qu'il ait fait ses crimes, justement, pour elle, vu qu'elle veut le 7e âge et qu'elle veut mettre la pagaille sur terre, quoi de mieux que de se mettre sous sa tutelle un tueur international qui fait des crimes atroces. Donc voilà, on voit que Cold n'a pas vraiment beaucoup de sensibilité, ce qui est tout le portrait craché de Natla d'un côté. Pierre, donc Pierre Dupont, c'est l'archéologue adverse que l'on doit affronter tout le long de la Grèce pour trouver la deuxième partie du Sion, je vous rappelle. Pierre est l'un des rivaux de Lara, c'est un archéologue qui recherche avant tout la renommée. Donc Lara cherche plus de réponses et découvrir des choses pour sa connaissance, lui il veut la gloire. Officiellement il est à l'origine de nombreuses découvertes de premier ordre, mais à l'instar de Lara on l'accuse de fouiller les sites avant d'en informer la communauté scientifique. Bien qu'il se vante d'être un archéologue accompli, il est surtout connu dans les cercles de riches collectionneurs pour être un chasseur de trésors, capable de retrouver tout ce qu'on lui demande à prix d'or. Pierre est très doué mais il fouille les tombeaux uniquement pour se conflit personnel et accorde peu d'intérêt au mystère du passé, donc ça résume tout ce que je viens de dire. Pierre Dupont et Larson qu'on retrouve dans un autre Tomb Raider, je ne vous dirai pas lequel, hormis le 1 évidemment, hein, c'est un remake celui-ci, mais on retrouve dans un autre Tomb Raider les deux. Puisque Pierre du coup travaille indirectement pour Natla pour retrouver la deuxième partie du Sion. Winston, donc notre cher majordome que l'on a vu dans le Manoir Croft dans les 3 derniers épisodes. La famille de Winston est au service des Croft depuis des générations et il est lui-même leur majordome depuis qu'il a terminé son service militaire. Tout comme son père avant lui, il s'est installé au Manoir des Croft lorsque sa femme est décédée bien avant la naissance de Lara. Il subvient à tous les besoins de Lara, allant souvent bien au-delà des tâches qui incombent à un majordome ordinaire. Les Croft n'ont jamais été déçus par ses services et il a toute la confiance de Lara. Bon, ça on le savait à peu près. Que Winston était un homme fiable et c'est même le seul homme qui n'aurait apparemment jamais déçu Lara
de par sa disponibilité, je précise quand même, ne vous mettez pas des idées dans la tête. Natla, Jacqueline Natla est la propriétaire et la présidente de Natla Technologies de nos jours, évidemment, l'une des plus importantes entreprises en électronique de la planète. Elle détient de nombreux brevets informatiques et son département de recherche et de développement est l'un des plus secrets et aussi l'un des plus prolifiques. On ne sait que peu de choses sur sa vie privée, elle n'accorde jamais d'interview et elle n'apparaît pratiquement jamais en public. Ses collègues comme ses rivaux la décrivent comme une femme particulièrement intelligente et perfectionniste. Donc là, on en sait plus sur la Natla d'aujourd'hui, on va dire du 21e siècle, quoi. Puisque dans le jeu, on en connaît plus sur son passé Atlante, quand elle avait ses ailes et tout, avant qu'elle soit enfermée dans la capsule. Donc on sait qu'elle est déterminée, et on sait pourquoi du coup. Le sosie, on appelle le Doppelganger, parce qu'on va le retrouver dans un autre opus de Tomb Raider, évidemment je ne vous dirai pas lequel. Une créature horrible et écorchée qui possède les mêmes caractéristiques physiques que Lara, dotée des instincts les plus primaires, cette créature reproduit les actions de ses adversaires. N'ayant une raison de conscience et même d'âme, elle est à la fois très dangereuse et extrêmement vulnérable. Donc là évidemment elle n'est pas finie, il n'y a que là les muscles sur les os donc, et le sang. Donc il n'y a pas de peau, ni de soutien physique, quoi, enfin de critères physiques appropriés. Mais elle fait exactement tout ce que fait sa copie. Enfin, tout ce que fait l'original, plutôt, c'est elle la copie. Richard Croft, le papa qui est sans photo. Lors de Richard Croft, le père de Lara, a étudié l'anthropologie et l'archéologie à Eton. Grâce à l'incroyable richesse de la famille Croft, il a passé de nombreuses années à mettre sur pied des expéditions partout dans le monde pour étayer cette théorie peu conventionnelle d'une culture antérieure à l'histoire connue. Lara est née un an après son mariage avec Lady Amelia de Nornay, de 9 ans plus tard après la disparition de sa femme dans un accident d'avion. CJ Tomb Raider Legend. Richard n'a eu de cesse de vouloir trouver ce qui lui était réellement arrivé. Il est mort quelques années plus tard lors d'une expédition au Cambodge. Donc le Cambodge, CJ, non, ouais. Bon, je dis pas lequel, mais on sait pas, on n'est jamais allé à l'emplacement, enfin dans le site où il est décédé, je crois pas. En tout cas, on en sait beaucoup plus sur la famille Croft, sur le Tomb Raider Legend, notamment sur sa maman Amelia et l'accident d'avion qui parle. Et on sait, par ailleurs, par cette biographie, que la famille Croft était déjà riche au temps du père de Lara, de Richard. Il avait déjà beaucoup d'argent, donc on ne sait pas comment ils ont hérité ça. Lord, bon, il y avait peut-être des titres de noblesse. Voilà pour les biographies. On en sait quand même pas mal sur le background des différents personnages. On va aller sur les galeries d'art. Donc là, évidemment, c'est des images. Donc là, c'est les anciens croquis. Donc là, ça fait plus office des BD Tomb Raider, hein. Donc je sais pas si vous les avez lus, mais il y en a quelques-unes, les origines de Lara. Il y a eu des BD Tomb Raider qui sont encore disponibles, hein, mais des BD sans grand dialogue, hein, c'est souvent mis par image, quoi. Les jaquettes, donc là Tomb Raider premier du nom, donc j'espère que je pourrai le faire après celui-ci. Tomb Raider 2 qui se situe donc en Chine pour parcourir la dague de Xian, pour trouver la dague, enfin, voilà, vous verrez bien, vous trouvez une dague. Tomb Raider 3, celui que je redoute le plus au plus haut point, où il faut chercher des morceaux de météorites. Tomb Raider The Last Revelation que j'attends de vous montrer impatiemment, puisque c'est mon Tomb Raider préféré. Tomb Raider Chronicles, donc Tomb Raider 5, ça veut dire sur les traces de Lara Croft en français, qui est beaucoup plus facile que tous ses prédécesseurs. Le dernier Tomb Raider sur PS1. Tomb Raider L'Ange des Ténèbres, qui a beaucoup été critiqué de par son gameplay, ouais, surtout sur son gameplay, quoi, hasardeux et laborieux. Par contre, qui bénéficie d'un grand scénario qui est malheureusement plus exploité, vu que par la mauvaise critique de ce jeu n'a pas été continuée, quoi. Bon, on arrive à une fin, on va dire plausible, donc on peut s'arrêter à cet épisode-là, mais il y aurait pu avoir des suites embranchées. Donc quand je ferai le jeu, j'en dirai plus.
Tomb Raider Legend, donc, qui est directement lié au Tomb Raider Anniversary. Et voilà, on n'a pas les autres d'après, puisqu'ils n'étaient pas sortis à l'époque de Tomb Raider Anniversary. Les galeries d'art du Pérou, donc là c'est la porte extérieure, la grande porte du Pérou. Hein. Donc là c'est le guide qui n'aura pas fait long feu, notre pauvre ami. Le pont détruit où il y a les loups en bas. Hein. La grande porte verrouillée du premier niveau. Là c'est la cascade de la vallée perdue avec les engrenages. Donc les dessins sont quand même assez bien faits. Ça je sais plus ce que c'est. Un croquis. Le T-Rex, le fameux T-Rex de la vallée perdue. Les petits dinosaures de la vallée perdue qui étaient rouges dans le jeu, qu'ils avaient mis vert en un premier lieu. Là, le hall d'entrée du tombeau de Qualopec, le niveau 4 de Tomb Raider Anniversary de Tomb Raider 1 original. Vu du dessus. Donc là, c'est plus sur Tomb Raider Anniversary évidemment. La chambre du Sion du tombeau de Qualopec, avec le cadavre de Qualopec et les deux momies sur le côté. Et voilà. Galerie du petit. Pardon. Donc voilà. Donc là on le voit avec Cold, les deux hommes de main. Bah c'est tout, il n'y a que ces deux-là. Là, vue de derrière, vue de face et le plan américain. Cold, donc là ouais, le gros type là, qui ressemble un petit peu à Craig Marduk de Tekken 4, qui est arrivé en Tekken 4. Et aussi au Chambers, je sais plus comment il s'appelle, le nom de l'acteur dans Undisputed. Je sais pas si vous avez vu le film de combat, qui est très bien d'ailleurs. Voilà, sur un peu le mélange des deux quoi. Fait au crayon papier, il y a eu beaucoup plus de croquis hein, pour Cold hein, que par rapport au petit. Donc la brute du jeu. L'Égypte, donc là c'est les momies, donc crayon à papier et on rajoute la couleur, c'est magnifique. La salle au Puma. L'obélisque de Khamun vu de loin, avec toutes les salles en plus. Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que c'est ça? Ah bah là c'est la salle du Sion de l'Égypte. Ah, là on a tué pas mal d'ennemis à gauche. Et pas mal d'escalades pour mettre les deux premiers fragments du Sion pour ouvrir la chambre du troisième. Ah oui, c'est là où je suis resté dans l'énigme là du sanctuaire du Sion là. Et ça c'est la dernière salle de l'obélisque de Khamun où en bas il y a les momies là. Ça c'est la fin du temple de Khamun où on tourne les obélisques sous une différente forme pour ouvrir la porte en face à côté des statues. Ça c'est là où il y a le chat de Jade, la fosse au crocodile du temple de Khamun. Les statues, on y va plusieurs fois dans le temple de Khamun et dans l'obélisque pour sortir avec les petits pumas en bas. Le temple de Khamun, la salle principale. Ça c'est quoi? Ah bah oui, ça c'est là où il y a le chrono, la première salle, on va dire piégée entre parenthèses, de l'obélisque de Khamun. La salle inondée là avec les deux grandes statues dans le sanctuaire du Sion. Le grand sphinx du sanctuaire du Sion. Donc ils ont rajouté des petites obélisques sur le côté. Peut-être que c'était la salle avant qu'elle soit détruite quoi. Enfin détruite, on va dire un petit peu amochée. Et on a fait le tour de l'Égypte. Il y en a beaucoup plus des croquis de l'Égypte. Pierre Dupont. Donc là c'est son... on va dire son croquis version PS1 on va dire, même s'il ressemble pas du tout à ça en version PS1. Donc sa tête, et voilà c'est tout. Donc, pareil, ils ont été inspirés sur Pierre puisqu'ils en ont fait que 2 croquis, donc ils avaient trouvé direct. La galerie du jeu, donc là c'est les ennemis de Tomb Raider 1. Donc voilà. Donc là c'est les ennemis classiques, hein, les chauves-souris, les crocos, le T-Rex, les ours, les singes, les loups, les lions en bas. Les raptors et les rats. Là c'est tous les ennemis de l'Atlantide avec les centaures, les momies avec les ailes, le sosie version E.T. en haut à droite,
Natla avec les ailes à droite, le gros monstre, boss final que l'on verra quand je ferai Tomb Raider 1, et les sbires de Natla, plus la momie en bas à gauche. Alors il me semble qu'il y a un sbire de plus pour Natla dans Tomb Raider 1, mais ils l'ont pas mis vu qu'il n'y a aucune référence sur celui-ci. Alors on voit le petit avec ses baskets bleues et ses mitrailleuses là. Le gros col qui a perdu des muscles, qui a un fusil à pompe, qui a un petit peu de cheveux, il me semble, un cheveu roux. Et Larson en bas à droite qui ressemble foutrement à rien. C'est incroyable. Lara Croft, évidemment, modélisée PS1. Et avec les polygones. Je sais plus combien il y avait de polygones, mais c'était très peu. Hein. Larson, exactement la même, avec les polygones. Les crocodiles. Voilà. Les singes. Voilà. Et voilà. Ça fait un petit clin d'œil sympa à Tomb Raider, hein, c'est sympa, donc on les verra bientôt, j'espère, sur mon let's play de Tomb Raider. Hein. Les croquis de la Grèce, donc là c'était la salle principale de la Folie Saint-François, la première salle. Là c'était l'épreuve de Damoclès de la Folie Saint-François, vue en couleur maintenant. Là c'est la chambre de Atlas, qui n'est plus Atlas, je sais plus comment il... si c'est... Non, c'est pas Atlas, c'est la boule Atlas. Héphaïstos, voilà, je vais y arriver. Avec l'énigme de la boule électrifiée, le marteau. Là, c'est la salle de Neptune, l'épreuve de Neptune dans la Folie Saint-François toujours. La salle de Atlas avec la grosse boule. Les rats de la citerne et du tombeau de Tiocan. Le Colosséum. Du niveau le Colosséum, tout simplement. Vu du dessus. Ça, je ne sais plus ce que c'est. Le palais de Midas avec les herbes, franchement c'est sympa, j'aime beaucoup ce croquis, il y a beaucoup de détails. J'aurais aimé qu'il y ait cette détérioration dans le jeu original, mais enfin dans le jeu final, Anniversary, quoi. Mais bon, c'est dommage. Donc ça c'est la salle d'épique du palais de Midas avec les couleurs. Ça c'est oui voilà, c'est le feu, le défi du feu là, c'est la salle du feu dans le palais de Midas. Là c'est la citerne, enfin tombeau de Tiocan du coup dans cet opus là, la salle principale. La salle où, enfin l'entrée du temple où se situe la deuxième partie du Sion. La chambre funéraire où se trouve la deuxième partie du Sion. Et nos amis centaures que l'on débloque en prenant ce fragment là. Voilà, donc là c'est c'est l'entrée de la Folie Saint-François vue de l'extérieur. Dans la scène cinématique on le voit. Et voilà. Il y a plus de croquis en Égypte. L'île perdue, donc évidemment c'est l'endroit où on finit le jeu. Donc l'île vue de l'extérieur, l'île d'Atlante. Le bateau de Jacqueline Natla. La pyramide vue de l'intérieur de la grotte, mais l'extérieur de la structure. Qui est plutôt bien faite, hein, avec la lave sur l'extérieur, etc. Ça doit être la salle d'en bas où il y a les... Ah oui, il y a tous les monstres, on voit les cocons. Elle est vachement étroite sur ce dessin-là. Un pylône Atlante. Les cocons dégueulasses. Voilà, où il y a les monstres à l'intérieur. Notre ami, le gros monstre, boss final de l'affrontement final. Enfin, boss final. Le premier boss de l'affrontement final, le gros monstre Atlante, qui n'a pas de jambes. Et voilà. Même pas mis de Natla. Et le sosie, donc ancien E.T. dans Tomb Raider 1, qui est plutôt stylé, hein, sur ce croquis là. On voit qu'elle est déterminée, elle est pas contente. La main, donc on voit les muscles dégueulasses, mais c'est assez bien dessiné. Pareil, la tête pas terminée, on voit la mâchoire sur le côté, c'est dégueulasse. Voilà, et donc... Ah non, il y en a encore. Oh, regardez tout ce qu'on a. Regardez, c'est magnifique. Donc Natla qui se la pète grave avec sa tenue Atlante après. Et quand elle est brûlée, les créatures de l'Atlantide, donc les différentes momies. Celle-ci on l'avait déjà vue. Les objets et artefacts. Donc là c'est le Sion. Là je pense que c'est la pierre du marteau de Héphaïstos. Là, c'est là où il y avait les petites flèches du Pérou. Donc là, c'est encore le marteau d'Héphaïstos. Là, c'est les petits trucs à pousser dans le tombeau de Qualopec, niveau 4. Et voilà.
Quelques objets dessinés. Autre personnage, donc là c'est Tiocan, le dieu grec. Qualopec, le dieu péruvien. Ils ont été inspirés hein, pour celui-ci. Tiocan, il a l'air d'un des gros débiles, version humaine à côté. Il a le style, Qualopec. Affiche promotionnelle, donc. Ah, bah ça, c'est la tête en cinématique de Lara Croft dans Tomb Raider premier du nom. Là, bah voilà, ça, c'est des images de Tomb Raider 1 sur sa promotion du jeu. Ça, c'était de Tomb Raider 2. Elle est plus bronzée là-dessus. Ça, c'est de Tomb Raider 2 aussi. On reconnaît la veste de Fabio, l'homme de main de comment il s'appelle, Marco Bartoli. La tenue de Tomb Raider 2 de plongée quand elle va dans l'épave du Maria Doria. Ça vient de Tomb Raider 2 aussi. On reconnaît la muraille de Chine derrière. Ah, ça c'est Tomb Raider 5. Voilà, quand on est dans les tours VCI. Je vous l'avais montré avec son costume. Là, c'est la jaquette de Tomb Raider 1, bon, sans les écritures égyptiennes derrière, mais on voit Lara Croft comme ça dans la jaquette de Tomb Raider 1. Ça, c'est Tomb Raider 4, la révélation finale, avec le méchant, le dieu Seth, et la Jeep. En bas, c'est, je dirais pas le nom, mais c'est le mentor de Lara Croft, celui qui lui a tout appris. Et les ennemis, les squelettes, qu'on va retrouver quand je ferai Tomb Raider 4. Celui-ci, je ne sais pas, je ne sais plus quelle affiche c'est. Celle-ci, c'est de Tomb Raider, l'Ange des Ténèbres, quand elle est à Paris avec ses délicieuses lunettes noires. Premier jeu sur PlayStation 2, qui était une révolution au niveau graphisme pour Tomb Raider. Ça, c'est la tenue de Tomb Raider Legend. Pareil, une image sublime de Tomb Raider Legend sous l'eau. C'est pas la mieux, mais voilà. Et Tomb Raider Anniversary avec l'œil du T-Rex. Tomb Raider 1. Voilà, donc ça, c'est l'affiche principale de Tomb Raider 1 sur la jaquette arrière. Avec les hommes de main en bas à droite, Jacqueline Latla en haut à droite, la tête de Lara Croft qui est en fond sur le thème principal, Lara Croft qui tombe en tirant sur les loups à gauche au tout début de l'intro, sur la moto en Égypte, et puis voilà le son en arrière-plan derrière. Une affiche promotionnelle de Tomb Raider 3 en petite tenue. Tomb Raider 2, quand on va dans l'épave du Maria Doria, on voit l'épave derrière avec les requins d'eau trousse et la harpon. Ça, je sais plus d'où ça vient. Non, je sais plus. Je ne sais plus. Tomb Raider 5, quand on est dans une autre épave, une épave de sous-marin. Très très bien cette image d'ailleurs. Tomb Raider 3, quand nous sommes à Londres. Le premier niveau de Londres d'ailleurs. Ça c'était une affiche promotionnelle de Tomb Raider 3 aussi, les fesses de là. Tomb Raider l'Ange des Ténèbres, où on est dans le musée du Louvre, il me semble ici. Voilà la tenue de Tomb Raider l'Ange des Ténèbres, la tenue principale. Tomb Raider Legend, la tenue principale. Une affiche de Tomb Raider Legend quand on est en Bolivie, le premier niveau. L'affiche principale de Tomb Raider Legend qu'on retrouve dans la jaquette. Et voilà, nous avons fait le tour, les affiches promotionnelles. Maintenant, on va retourner dans Tomb Raider 1 et Anniversary. On va faire la comparaison en images. Donc à gauche, c'est Tomb Raider 1 et à droite, évidemment, c'est Tomb Raider Anniversary. Donc là, on voit vraiment la différence de graphisme, quoi. Et c'est exactement pris au même endroit du jeu, quoi. Vu que c'est fait, on va pas dire en copier-coller, mais les couloirs et les salles principales ont été remises, quoi. Voilà, on voit bien la différence d'éclairage et de pixels, surtout d'éclairage. Voilà, là, à gauche, c'était vraiment éblouissant, quoi. C'était une version PC, je pense, hein, parce que moi, ma version PS1 n'est pas autant éclairée à gauche. Voilà, donc ça, c'était le premier niveau. Voilà, vraiment que c'est beaucoup plus travaillé maintenant et détaillé, quoi. Ça, c'était la cité de Vilcabamba. Donc là, vous voyez, les maisons, elles sont inexistantes hein, dans le Tomb Raider 1, c'est des murs. Ils n'avaient pas fait de cabane, vu que c'était dans un endroit plus fermé, plus style grotte à gauche que à droite. Voilà, donc là c'était la fin de la cité de Vilcabamba, avec les portes à gauche à droite. Dans Tomb Raider 1, il y avait un sens principal. À droite, on pouvait aller soit à gauche, soit à droite.
Enfin, je veux dire, dans Tomb Raider Anniversary, vous pouvez prendre soit le chemin de gauche, soit le chemin de droite. Mais le but, c'est de prendre le chemin du milieu, si vous vous rappelez bien. La cascade de la vallée perdue, qui est beaucoup plus détaillée à droite. Le pont où on met les engrenages, bon c'est assez en brique hein, à gauche. La vallée perdue avec, vous voyez, l'éclairage à gauche. On peut pas aller trop loin. Hein. La PS1 avait ses limites. Hein. C'était un fond noir. Plus on se rapprochait, plus ça éclairait en fait. La vallée perdue au fond. Quand on a battu le T-Rex, le temple caché. Vous voyez. Hein. Quand on est loin, les textures de la PS1 ne s'affichaient pas. C'était noir quoi. Il fallait se rapprocher. Le tombeau de Qualopec, donc là vous voyez, hein, ça n'a rien à voir. Hein. À droite, ils ont vraiment innové pour ce niveau. J'ai trouvé beaucoup mieux dans la version Anniversary. Je le répète, je l'avais dit déjà, je crois. Je sais plus. Non, je sais plus, mais je vous le dis. J'ai trouvé beaucoup mieux le tombeau de Qualopec de Anniversary que de l'original. Comme quoi. Pourtant, je préfère l'original, mais ce niveau-là, il est vachement mieux remasterisé. La salle au loup, là, quand on a déclenché le faux levier, là, enfin on se dirige vers le levier et ça pète. Et voilà pour le Pérou. Pour la Grèce, donc là c'est, voilà ce que je vous disais, hein, la première salle de la Folie Saint-François, beaucoup mieux faite avec les pylônes arrondis à droite plutôt que ces vulgaires rectangles dégueulasses à gauche. Alors ça c'était vraiment très moche hein, pour la PS1. Par contre le décor aux alentours, le plafond etc, c'était pas trop mal. C'est juste ces espèces de rectangles blancs là qui sont vraiment moches. La Folie Saint-François qui était quand même pas mal, mais plus sur les couleurs marron à gauche. Mais franchement c'était quand même bien fait hein, pour 1996. Évidemment à droite c'était beaucoup plus détaillé et le cheminement était beaucoup plus difficile. Vous l'avez vu comment j'ai galéré. Donc la salle Damoclès, alors les épées c'était ridicule à gauche. Vous verrez quand je ferai le Tomb Raider 1, les épées qui tombent c'est vraiment immonde quoi. Là dans le Tomb Raider Anniversary c'est vraiment bien détaillé et ça fait presque flipper parce que quand on voit pas où les épées tombent. En plus ça fait du bruit, c'est vraiment bien. Le Colosseum, qui était quand même vraiment bien fait je trouve pour l'époque, mis à part le plafond en noir. Sinon c'était quand même assez détaillé, et puis c'était plus détérioré je trouve. Ils sont restés assez, on va dire, neufs entre parenthèses sur l'Anniversary. Le palais de Midas, alors il montre la salle au levier, mais bon du coup il n'y a pas la main sur le palais de Midas à gauche de Tomb Raider original, c'est pas au même endroit, et les singes qui sont vraiment ridicules dans le Tomb Raider 1, qui sont vachement plus impressionnants dans le Anniversary. La salle au feu, qui n'était qu'un vulgaire couloir dans Tomb Raider 1 à faire sauter, là on a quand même un peu plus de choses à faire. À droite c'est beaucoup mieux fait, d'une façon arrondie. Les pics, alors à gauche c'est les cure-dents et à droite c'est les lances quoi. Donc voilà, c'était la salle au pic du palais de Midas. On passe. Ça c'était salle du palais de Midas encore, où il fallait faire craquer le pylône en bas et ça mettait du sable partout. Bon, voilà. La citerne, qui était vraiment bien faite pour l'époque de 1996, et le niveau était largement mieux dans le Tomb Raider original, puisque là ça reprend un peu du tombeau de Tiokan et tout. Ils ont fait un mix des deux qui ont coupé considérablement le temps de jeu de Grèce, et je trouve ça, je vais pas dire nul, mais comparé à l'original, très faible. La salle où se trouvent les centaures là, avec la protection du deuxième fragment du Sion, qui était très bien faite pour l'époque 1996. Donc là la Grèce c'est fini. L'Égypte, bon voilà, on voit que le sphinx il est complètement écrasé. Je trouve que l'effet de couleur de Tomb Raider Anniversary est beaucoup plus approprié. On est dans l'air, en plus on voyait le plafond, ça éclaire bien, et puis c'est bien détaillé quoi. C'est beaucoup trop jaune à mon goût à gauche. Pareil pour le sable est vraiment dégueulasse. Là c'était fait en pierre, à droite c'est vachement mieux quoi. C'est beaucoup plus travaillé, et là il n'y a pas photo.
Là, c'était la salle où des crocodiles, il y avait la statue de Jade du lynx. Bon, qui était plutôt bien faite pour l'époque, mais évidemment beaucoup mieux travaillée aujourd'hui. Oui, là, je sais pas comment on peut appeler cette salle. C'était après le lynx, justement, là, avec les pierres rétractables, qui ne l'étaient pas dans le Tomb Raider 1. Bon, beaucoup de roseaux à gauche. La salle au puma, qui était bien faite, ça faisait presque un petit peu plus funéraire et égyptien. Ça fait plus funéraire à droite et plus égyptien à gauche. Bon, voilà, plus éclairé aussi. L'obélisque de Khamon avec les ponts. Bon, ça faisait plus jaune, mais c'était vraiment passable à gauche, ça allait. Bon, la salle, oui, où il faut monter tout en haut. Bon, là, à gauche, c'était vraiment des vulgaires blocs à sauter et à grimper. Ici, c'était quand même plus étoffé avec les flèches, les pentes, enfin voilà, il faut longer les murs, etc. Le rapin, c'est vraiment vachement plus étoffé. Le sphinx du sanctuaire du Sion, donc vous voyez, comme il y a beaucoup d'espace à gauche, c'est en noir, comme je vous l'avais dit précédemment. Là, c'est clair, c'est fin, c'est bien fait à droite, quoi. La salle inondée, donc là il n'y avait plus d'eau déjà dans les deux parties, donc là pareil, hein, c'est un vulgaire tas de cailloux à gauche, et à droite c'est beaucoup plus travaillé avec les textures égyptiennes, enfin voilà, c'est quand même vachement mieux, quoi. Donc l'Égypte c'est fait. Et l'île perdue, alors là c'est une catastrophe à gauche. Je déteste ce niveau là, les mines de Natla, c'est vraiment immonde. Donc de la roche à gauche, une cascade terne, et puis la barque est vraiment très mal faite. À droite c'est clair, c'est posé. La grotte est bien faite, les mines sont bien faites. Là les cabanes là, elles sont dégueulasses. À gauche avec les planches, les trucs là, les rails, c'est vraiment de la personne. Et les roues entreposées là, les vieilles roues, on se demande ce que c'est, quoi. La pyramide d'Atlante vue de l'extérieur, donc qui n'était pas si mal faite que ça dans l'original. Par contre, là, je dois avouer, bon, par contre, l'ouverture est beaucoup plus complexe dans le Tomb Raider Anniversary. Comme vous verrez quand je ferai le 1, c'est beaucoup plus facile. Alors oui, ça par contre, les textures de l'avant-dernier niveau dans Tomb Raider 1, là, ces espèces de trucs rouges qui prennent vie d'ailleurs, là, on dirait des espèces de veines, on dirait que le temple est en vie en fait. Et à droite, par contre, c'est beaucoup mieux fait, c'est plus calqué avec de la lave. Bon, et puis les coupons sont beaucoup mieux faits aussi. On est monstre. Là, c'est la grande salle où il faut monter tout en haut. Donc là, à gauche, c'est tellement haut que bah on voit pas. Hein, c'est le plafond, c'est tout noir, ça, c'est trop haut. Tandis que là, c'est bien travaillé. Par contre, le niveau était beaucoup mieux dans l'original. Là, il suffit de faire de l'escalade. Où je me suis bien rétamé dans l'anniversary. Si vous vous rappelez, vous avez bien dû rire. Ça, c'était une salle. Alors, dans la gauche, c'était dans l'avant-dernier niveau du jeu. À droite, c'est dans le dernier niveau du jeu. Donc, ouais, c'était beaucoup plus simpliste à gauche. Il suffisait de trouver les bons leviers. Si c'était les bons, ça ouvrait les portes dans l'eau. Si c'était les mauvais, ça fait venir des monstres. À droite, c'est plus complexe. Vous savez, si vous avez vu mon let's play, mais c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus étoffé, c'est beaucoup mieux. La salle du sosie, donc comme je vous l'ai dit, le sosie ressemblait à E.T. dans le premier. Là, il s'est beaucoup plus recherché avec les textures atlantes à droite. Voilà. À gauche, on se retrouverait dans la mine, quoi. On dirait qu'on est de retour dans la mine, c'est dégueulasse. Le monstre de l'affrontement final, le gros monstre Atlante. Donc bah, là, il n'y a pas photo. Hein. À gauche, on dirait une vieille mémé sans jambes qui a pris un coup de soleil. Et à droite, bah, il est pas beau, mais c'est mieux fait, quoi. Vraiment style monstre, quoi. Et il est beaucoup plus difficile dans le nouveau que dans l'original. L'original, il suffit de le tourner autour et de lui tirer dessus, c'est tout. Et voilà pour la galerie d'art. Les cinématiques, hein, on les connaît toutes. Hein. Voilà, la fuite, voilà, machin. Il n'y a pas de cinématique cachée, donc je ne les remonte pas. Et le spécial. Donc, un mot pour les fans. Chers fans de Tomb Raider, on a du mal à imaginer qu'il se soit déjà écoulé une décennie depuis le tout premier Tomb Raider, et aujourd'hui ça fait 20 ans, donc ça fait 10 ans que le jeu est sorti et 20 ans que l'original est sorti.
À l'époque, les jeux commençaient à peine à goûter la 3D. Tomb Raider fut reconnu comme une grande réussite aussi bien d'un point de vue technique que ludique, une héroïne puissante, des environnements épiques, un univers totalement immersif. Voilà ce qui a permis à Tomb Raider de se démarquer des autres jeux. Nous voilà 10 ans plus tard et les choses n'ont eu de cesse d'évoluer. Des progrès monumentaux ont été faits et les avancées matérielles nous permettent de vous proposer des expériences d'une qualité incomparable. C'est pour toutes ces raisons et parce que Lara fête ses 10 ans que nous avons décidé de recréer un tout nouveau jeu basé sur le Tomb Raider original, mais c'est bien plus qu'une simple adaptation de la toute première réunion de développement. Nous avons décidé que nous voulions à la fois rendre hommage aux fans pour leur soutien, mais aussi offrir aux autres joueurs une chance de revivre les toutes premières aventures de Lara. Nous voulions recréer les passages préférés des joueurs et y rajouter quelques nouvelles zones à explorer pour tenir les vétérans en haleine. Nous sommes battus pour trouver un équilibre entre nostalgie et nouveauté et pour créer une expérience capable de rendre à la perfection l'impression d'isolement et du premier jeu. L'histoire a été rallongée et resserrée afin d'optimiser le potentiel de l'histoire et de donner plus de profondeur aux personnages. Et même si nous avons parfois presque dupliqué Tomb Raider, nous en avons aussi profité pour mettre à jour certains aspects du jeu, comme les déplacements de Lara. L'ancien et le nouveau, le familier et l'inconnu, un mélange du passé et du présent. Voilà le fondement de tous les jeux Tomb Raider, et c'est là-dessus que nous avons décidé de concentrer nos efforts pour ce jeu. Le résultat, un jeu fidèle à son prédécesseur, et pourtant bien capable de s'en détacher pour proposer une aventure à vous couper le souffle. Le jeu que vous venez de lancer est l'aboutissement de ces idéaux. Je me joins à toute l'équipe pour vous souhaiter de très bons moments avec Lara dans sa quête à la recherche du Sion de l'Atlantide. J'espère que vous êtes aussi impatient que nous à l'idée de découvrir ce qui peut bien attendre Lara dans les 10 prochaines années. On le sait maintenant. Amusez-vous bien et merci pour votre loyauté et votre soutien au cours des 10 dernières années. Jason Botta, directeur créatif Tomb Raider Anniversary. Donc moi je suis plus d'accord sur le fait que ça a été calqué dans l'ancien. Ils ont mélangé vieux et ancien. Je trouve qu'il y a quand même peu d'endroits inédits quoi. Alors justement, en parlant d'endroits inédits, je suis déjà à 46 minutes. Bon, je vais vous le montrer vite maintenant. On va aller dans style. Alors c'est une phase de gameplay. Donc ils ont mis le chargement de l'Égypte, je ne sais pas pourquoi. Du coup, je vais vous montrer. Alors, il y a pas mal de choses inédites. Donc là, on est au Pérou. Voilà. Donc l'extérieur du Pérou. Donc là, ils ont mis les cristaux de sauvegarde. Hi, my name is Andy Wood and I'm the art director on Bon là, ils ont laissé en anglais, c'est dommage. Welcome to the style units. The style units are 4 sectors. Donc là, il y a deux chemins. On va ou à tout droit ou à droite. Donc ça fait le tour. Hein. Donc ce sont des endroits qui n'ont pas été modélisés, enfin qui ont été modélisés mais qui n'ont pas intégré dans le jeu. Donc là, on voit, on se retrouve dans les mines de natte là. Donc c'est dommage qu'ils n'ont pas mis les endroits qu'il y a là. Bon, il y a un petit peu de texture. Donc là c'est la cascade des mines de natte là. Hein. Ils ont préféré remettre au goût de l'ancienne quoi. Donc je peux mourir aussi. Ça c'est marrant ça aussi. Ce serait con que je meure quand même. Je peux mourir via l'eau, c'est tout. Donc voilà, ça ce sont des endroits modélisés qui n'ont pas gardé dans le jeu original. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup de nouveautés, vraiment pas mal. Voilà, donc là on repasse dans des textures de l'Égypte. Ouais, ils ont mis des endroits pour remettre de l'air. Voilà, ils ont remis des endroits vraiment inédits quoi. Donc regardez, je vais vous montrer. Donc là pour l'instant c'est des vulgaires couloirs, donc pour l'instant c'est pas très beau. Là par contre, voilà, alors ils ont mis un obélisque au milieu de l'eau, donc ça aurait pu être l'obélisque de Khamon remodélisé, pardon. Mais je trouve que ça ressemble beaucoup à l'extérieur du temple funéraire de Semerkhet de Tomb Raider 4, à la sortie du lac sacré, du niveau le lac sacré. Ça y ressemble vraiment, mais je trouve que ce niveau, enfin ce décor a été très très bien modélisé, et j'aurais aimé qu'il y ait quelque chose à partir de là-dessus, quoi. C'est dommage. Donc là on ne peut que visiter, hein. On continue notre aventure. Mais c'est dommage, il y a beaucoup de recherches, et puis il y aurait pu avoir des énigmes sur des endroits qu'on connaissait pas. Donc ils sont un petit peu calqués sur le temple funéraire de Semerkhet de Tomb Raider 4, mais bon. Voilà un couloir. Et là on repasse sur vous voyez, sur le décor de Grèce, vous voyez. Là on est, et même les musiques d'ailleurs. Là on reconnaît les hiéroglyphes égyptiens, et puis là on repasse au temple de Grèce. Et dès qu'on met le pied dans une nouvelle texture, on a les musiques de fond soit de la Grèce, soit de l'Égypte, etc. On fait quelque chose de bien en bonus. Donc là pareil, cette salle elle est magnifique en Grèce. Celle-là je l'aurais bien vue au Colosseum, vous voyez.
Ou alors en sortant, tu sais, vous savez quand on arrive du temple, bon là il y a une sortie donc on va pas aller par là. Quand on sort du temple, enfin quand on sort à Colosseum là, ou en partant du palais de Midas, avant d'arriver à la citerne là, enfin au Toumont de Tiokan, on aurait pu arriver dans cette salle, il aurait pu y avoir quelque chose de sympa à faire. Bon. Ils ont décidé de rien faire. Je plonge, mais je sais pas. Ouais. Alors, en haut, je peux. Ah si, en haut, je peux y aller. Alors attendez, je sais pas par où je vais passer. Je vais passer en bas déjà. Et là, ils ont repris les textures des premiers Tomb Raider. Vous savez, les dessins. Quand on plonge dans le bassin, là, il y avait des dauphins là. Je sais pas si vous avez fait. Et quand je ferai le Tomb Raider, si je n'oublie pas, j'essaierai de vous le rappeler. Texture là, des dauphins là, des bassins, quoi. C'est assez sympa. Donc vraiment une très très belle salle bien détaillée avec une entrée de Colisée quoi. Ça fait vraiment Rome quoi. C'est bien beau. On continue notre épopée. Là on repasse au Pérou avec la vallée perdue. Voilà, des couloirs non exploités. Voilà, donc avec il y aurait pu y avoir des dinosaures. Un côté un peu renfermé comme disait le message de fan. Là pareil, ça aurait pu être une texture de la vallée perdue. Ça n'a pas été rajouté, mais c'est vraiment dommage. Bon là je suis dans l'eau. Je trouve que par contre les graphismes dans l'eau sont quand même moyens quand même. Je m'attendais à beaucoup mieux quand la première fois que j'avais fait le jeu. Par contre à l'extérieur c'est beau, pour de la PS2 c'est vraiment très beau. Mais dans l'eau ils se sont pas foulés. Bon, dans l'eau, il n'y a rien, donc on va sortir. Mais ça aurait pu être un truc vraiment bien intégré dans la vallée perdue. Quoi. Ça, vous voyez, c'est tous ces endroits qu'ils auraient pu rajouter dans le jeu, ça fait quand même... ils ont trop calqué, c'est dommage. Ils avaient quand même pas mal de bonnes idées à la base et ils en ont pas profité. Voilà, et je crois que je suis revenu au début... Donc au niveau du Pérou, avec le cristal bleu, c'est ça, voilà. On a fait le tour, voilà. C'est ce que je voulais vous montrer avec une petite phase de gameplay supplémentaire. On est revenu au début, donc c'était un mot pour les fans. Donc j'en ai définitivement terminé avec ce Tomb Raider Anniversary. J'espère que ces bonus vous ont plu, donc je m'attends pas à énormément de vues, mais moi je voulais absolument vous expliquer... tout le background, montrer les bonus, voilà, vous voyez que comme quoi avec les reliques qu'on trouve dans le jeu, il y a quand même pas mal de choses, et ça je voulais vraiment vous le montrer parce que c'est quand même quelque chose de bien qu'ils ont fait pour les fans, et il y a comme un arrière-goût d'inachevé quoi, puisqu'il y a pas mal de grandes salles qui auraient pu être intégrées et qui auraient pu rajouter pas mal de durée de vie au jeu qui est quand même assez conséquent. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, que ce let's play vous a plu, que ce jeu vous a plu. J'ai expérimenté Tomb Raider Anniversary jusqu'au bout, jusqu'à ses retranchés. Et j'espère que vous avez aimé. Je m'attends pas, comme je vous dis, à beaucoup de vues, mais au moins j'ai la satisfaction d'avoir fait le jeu en entier. Donc je vous dis à la prochaine pour le prochain let's play. Donc le prochain Tomb Raider, j'espère que ce sera le 1. Donc on verra si j'ai l'équipement pour, mais je croise les doigts pour que ma configuration marche pour Tomb Raider 1. Ça fera une belle différence avec celui-ci. En tout cas, je vous dis ciao les gens, et abonnez-vous, laissez des commentaires, blablabla, vous connaissez tout le baratin. Et je vous dis à la prochaine, ciao les amis.